Bonsoir à tous et bienvenue sur Tandem TV. Bienvenue aussi dans cette nouvelle émission, Les Experts. Et ça tombe bien puisque j'en ai un juste à côté de moi, c'est notre consultant militaire et sécuritaire, Stéphane Goldin. Bonjour, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous Alors, les c'est auditeurs une de Tandem émission, TV. oui, c'est une émission qui, en plus, va être votre émission parce que vous allez participer à cette émission. Vous allez participer par vos questions à Stéphane Goldin, qui, normalement, va pouvoir vous donner des réponses. En tous les cas, j'espère, je l'espère, du fond du cœur. Alors, pour nous contacter, c'était pas compliqué. Vous nous avez contacté par email contact@tandemtv.org ou par notre fil WhatsApp. Et le fil WhatsApp, c'est soit par un message que vous nous avez laissé, ou par le téléphone. En Israël, c'est le 055 596 87. Et en dehors d'Israël, c'est plus 972 55 596 96. Voici les différentes manières de nous contacter. Alors Stéphane Goldin, ce soir, et d'ailleurs comme toutes les émissions que nous ferons ensemble, nous allons deviser sur l'actualité proche-orientale et principalement donc parler de ce qui se passe, et Dieu sait si l'actualité est importante, de ce qui se passe en Israël et chez ses voisins. Et les voisins d'Israël, on commence à les connaître depuis 1 an et demi, principalement donc Gaza. Puis on remontera vers le Liban. Il y a une actualité en ce moment avec le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Judée-Samarie, et puis nous irons jusqu'en Iran. Donc en fait, on va essayer de faire un survol de toute l'actualité de cette région, riche en événements. Et donc, tout de suite, j'ai une question écrite de Rafi de Tel Aviv. Le ministre israélien des Finances a annoncé la création d'une administration migratoire visant à expulser, c'est-à-dire que ça commence fort, tous les Palestiniens de Gaza. Pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il exactement, cette administration migratoire ? Bonsoir à tous, bonsoir William, ravi de vous retrouver évidemment ce soir et ravi de retrouver tous les auditeurs et les téléspectateurs de Tandem TV pour cette nouvelle émission. Alors c'est vrai que nous sommes face à une actualité qui est très riche. Pour en venir directement à la question de Rafi, c'est vrai que cette question du ministre, enfin cette intervention du ministre de l'Intérieur... Smotrich, c'est ça, c'est bien ça. Smotrich, oui. Smotrich, Bezalel Smotrich, du ministre des Finances, excusez-moi, Oui. qui a aussi une particularité parce que Bezalel Smotrich gère aussi la Judée-Samarie. Ah. Donc il est, je dirais, aussi pratiquement le co-ministre de la Défense concernant la Judée-Samarie, il faut le savoir. Et donc, évidemment, Bezalel Smotrich va surfer et surfe sur, dans le fond, les propos de Donald Trump il y a quelque temps. Donald Trump, en lançant ses propos en disant que Gaza devait se débarrasser concrètement de cette population, a tapé un grand coup de pied dans la fourmilière. Et du coup... Bezalel Smotrich, qui fait partie d'un parti politique bien précis en Israël, essaye de surfer, je dirais, concrètement sur cette vague. Ce sont des religieux à qui pas tricoter. Ce sont des religieux, voilà, à qui pas tricoter. Il faut savoir que ce sont des religieux qui, pour beaucoup, font l'armée. Faut que les choses soient claires. Ce sont des gens qui sont très sionistes, avec un sionisme très religieux, et qui défendent une certaine aussi idée de l'État d'Israël. Et donc, la question est de savoir, derrière tout ça, qu'est-ce que l'on va faire du territoire de Gaza. Or, c'est vrai que depuis maintenant 15 mois, puisque la guerre a commencé le 7 octobre 2023, et cela fait 15 mois, la question doit à un moment donné se mettre sur la table, que va-t-on faire du territoire gazaoui ? Et donc la question aussi de la population de Gaza qui est sur ce territoire-là. Je voudrais simplement rappeler... il y a beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup de gens, il y a plus de pratiquement 2 millions d'habitants. Mais je voudrais simplement rappeler qu'il faut comprendre aussi...
je dirais, l'état d'esprit de Bezalel Smotrich et de beaucoup d'Israéliens dans cette affaire. Il faut rappeler que le 7 octobre 2023, lors des massacres, des viols, de ces assassinats, il y a eu ce qu'on appelait les commandos de la Nourba, les commandos du Hamas, et du Hamas qui sont arrivés sur le territoire israélien, mais il y a eu aussi d'autres personnes qui sont arrivées, des Gazaouis, des civils, je dirais, puisqu'il y a eu 5500 Gazaouis qui sont rentrés sur le territoire israélien ce 7 octobre, en 4 vagues. Et les 2 dernières vagues, on a vu plutôt, d'ailleurs, des civils, je mets le mot entre guillemets, arriver sur le territoire. Si on se rappelle un petit peu des images de cette pauvre Chéri Bibas avec ses 2 enfants, on voit très bien que derrière, c'était des civils et non pas, je dirais, des terroristes au sens professionnel, je dirais, entre guillemets, toujours du terme. Toujours est-il que la question va devoir se poser, que faire de cette population? Et c'est vrai qu'il va devoir, à un moment donné, être tranché. Est-ce que ça va être tranché avec les Américains ou est-ce que nous allons être les seuls à devoir trancher cette question? Pour le moment, le président Trump fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Pour l'instant, une option égyptienne. On ne sait pas. Il y a une option égyptienne, il y a une option jordanienne qui prête évidemment à interrogation. Il faut savoir que, dans le fond, les mettre en Égypte peut-être serait une solution, mais le problème, c'est que l'Égypte n'en veut pas. Les mettre en Jordanie, on sait très bien ce que ça a donné dans les années 70, ce que nous avons appelé le Septembre noir, avec une population palestinienne qui avait quitté le territoire israélien pour la Jordanie, qui a déstabilisé concrètement la Jordanie et qui est remontée au Liban, d'où d'ailleurs l'instabilité du Liban aujourd'hui. Il faut savoir d'ailleurs qu'à l'époque, le roi Hussein de Jordanie, qui était le père de Mohamed II, qui est actuellement Mohamed VI, non, Mohamed II, pardon. Qui est actuellement le patron, le roi de la Jordanie, avait fait plus de 70 000 morts dans les de Palestiniens, donc beaucoup plus, je dirais, que tous les Palestiniens qu'Israël aurait pu éliminer ou tuer pendant toutes ces guerres. Toujours est-il que la question aujourd'hui va devoir se poser. D'où la question de créer peut-être un bureau de la migration ou un bureau des flux migratoires ou donc. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Je pense que Bezalel Smotrich va devoir un petit peu attendre pour dire clairement les choses. Mais c'est vrai qu'il va falloir, à un moment donné, que le gouvernement israélien, avec peut-être ses alliés, puisse s'asseoir à une table et réfléchisse à court, moyen et long terme de ce que l'on va faire avec cette population de Gaza. À titre personnel, moi j'ai une idée. Moi j'ai une idée, je vous dis franchement. Et je vais vous la donner, mon idée. Je pense que pour nous, avoir une population de Gaza à la frontière jordanienne pourrait être un vrai danger parce que pourrait créer, dans le fond, une nouvelle forme d'Afghanistan, je dirais, à notre frontière. L'Égypte, c'est compliqué, même au sein de la péninsule égyptienne. Et donc, mon idée serait plutôt de les mettre au Qatar, grand pays, avec beaucoup d'argent. Et je voudrais simplement rappeler que le Qatar a donné l'immunité au Hamas, même après le 7 octobre, même après avoir connu les massacres, les viols et les tueries qui se sont propagés sur notre territoire. Et il n'y a que 200 000 habitants au Qatar. Et il n'y a que 200 000, comme je vous dis, il y a de la place et il y a de l'argent. Eh bien, voilà, j'espère qu'elle vous plaira comme réponse, qu'elle vous conviendra. Plutôt, Rafi, c'était une réponse donc une question de Rafi Tel Aviv. Et de Lyon, cette fois-ci, nous avons une nouvelle question. C'est Charles, cette fois-ci. Des tensions sont apparues entre les États-Unis et Israël concernant les discussions américaines avec le Hamas pour la libération d'otages. Question, cela risque-t-il de compromettre la lune de miel entre les 2 pays? Point d'interrogation. Écoutez, les États-Unis et Israël, ce sont les meilleurs alliés du monde. Et même quand, je dirais, leurs dirigeants ne sont pas toujours entendus, les administrations ont toujours joué main dans la main, à tout niveau, que cela soit au niveau militaire, au niveau civil, et aussi au niveau du renseignement. Donc je doute que cela remette en cause les relations entre Israël et les États-Unis. C'est vrai qu'Israël a été surpris, je vais le mettre en guillemets,
de l'intervention directe des États-Unis auprès du Hamas. Et ça les a surpris, d'autant plus que nous étions dans une phase de ou continuer la phase 1 ou d'aller vers une phase 2 de négociation. Et donc, la deuxième chose qui a surpris Israël, c'est que les États-Unis, en discutant directement avec le Hamas, de facto reconnaissaient le Hamas. Et donc le Hamas se voyait satisfait d'ailleurs de cette reconnaissance. Maintenant, les choses, je pense, ont été clarifiées par le responsable américain. Excuse-moi, ça va même un peu plus loin, puisque je ne sais pas si c'est un envoyé américain qui s'appelle Buller ou Buller. Et il a même parlé du Hamas comme étant des gens sympathiques. Voilà. Alors, il est revenu sur ses propos. Quand même. Il est revenu complètement sur ses propos en disant que ce n'était pas du tout ce qu'il avait voulu dire et que le Hamas était un mouvement terroriste avec des terroristes. Et donc, aujourd'hui, les Américains sont revenus aussi sur cette notion de vouloir, je dirais, faire une opération avec le Hamas pour libérer les otages qui aurait une double nationalité américano-israélienne. Donc les choses actuellement sont plus ou moins arrêtées. Donc actuellement on en est là, mais pour clairement dire les choses, aujourd'hui il y a, je dirais, un travail main dans la main des autorités américaines et des autorités israéliennes sur, en tout cas, l'évolution de la situation, non pas qu'en Israël vis-à-vis du Hamas, mais en tout cas d'Israël vis-à-vis de l'ensemble de la situation au Proche et au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, il y a, je crois, l'envoyé Witkoff qui est parti non, c'est pas l'envoyé Witkoff, il y a une délégation qui est partie au Qatar, je crois. Il y a une délégation qui est arrivée au Qatar hier, il me semble. Sans Witkoff. Voilà. Non, Witkoff est arrivé en Israël. Donc cette délégation, une délégation américaine est arrivée également au Qatar pour justement essayer de trouver une solution, d'aller vers une extension de la phase 1, c'est-à-dire continuer à libérer pour Israël des prisonniers et avoir des otages qui reviennent, ou alors aller vers une autre phase, une phase 2, qui serait aussi de la libération, je dirais, de prisonniers, peut-être un désengagement militaire de la bande de Gaza, et évidemment le retour de tous les otages. Je voudrais simplement rappeler une chose, et je me tourne vers Charles, et pour les Américains, Charles de Lyon, et pour Israël et pour les États-Unis, la priorité, ce sont le retour des 59 otages qui sont toujours dans les mains des terroristes du Hamas. Est-ce que tu es optimiste avec cette nouvelle délégation qui est partie au Qatar ? Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation où l'on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. À titre personnel, moi, j'ai très peu confiance dans les Qataris, mais ils sont là et c'est eux qui font, je dirais, qui jouent les go-between, je dirais, entre l'ensemble des protagonistes. Il faut comprendre une chose, c'est que tant que nous, en Israël, nous n'avons pas réfléchi à concrètement ce que nous voulons, et on revient à la première question de Rafi d'ailleurs, à ce que nous voulons du territoire de Gaza, ça va poser problème dans le cadre de la négociation. Parce qu'il faut comprendre que le Hamas a tout perdu, sauf la chose la plus importante, il leur reste une carte dans la main, c'est celle des otages. Bien sûr. Et cette carte des otages, ils vont la jouer jusqu'au dernier moment. Et donc ça risque encore, c'est la réalité. Et ça risque encore de durer un certain temps, d'où d'ailleurs la position et les propos du nouveau chef d'état-major Eyal Zamir qui dit concrètement 2025, nous sommes toujours dans une année de guerre. Et la guerre n'est pas terminée. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Concrètement, la guerre n'est pas terminée, qu'elle soit Israël est actuellement face à 7 fronts, pour dire clairement les choses. Et on vient d'apprendre, il y a encore quelques heures, les Houthis ont maintenant remenacé la fermeture du détroit d'Aden et de la mer Rouge, tant que l'aide humanitaire ne rentrerait pas sur le territoire de Gaza. Donc concrètement, cela veut dire que la guerre n'est pas terminée et qu'Israël est prêt à toute opération, que cela soit sur la bande de Gaza, au nord ou ailleurs. Toujours est-il, tout le monde actuellement est mobilisé sur le front, prêt à partir à n'importe quel moment. Alors, je rappelle que pour nous contacter, c'est important que vous le notiez, chers amis, plusieurs possibilités. Vous aimez le mail, vous préférez le mail, c'est tout simple, contact@tandemtv.org. Mais si vous préférez
notre fil WhatsApp. Vous avez là également deux possibilités. Mais là, ces deux possibilités, c'est simple. Si vous êtes en Israël, notre téléphone WhatsApp, c'est le 055. Nous ne sommes pas tunisiens, mais c'est quand même 055 596 87. Et si vous êtes en dehors d'Israël, eh bien c'est plus 972 55 596 87. Alors j'en arrive à la troisième question. Cette fois-ci, c'est une Parisienne. C'est Sarah de Paris qui nous pose la question suivante. Israël a coupé l'électricité à Gaza, mais cela ne concerne pas toute la région. Je suppose qu'elle parle de la région de Gaza. Pouvez-vous nous expliquer, et qu'en est-il, donc nous expliquer cette situation de l'électricité à Gaza, et qu'en est-il de l'eau? Tout d'abord, je voudrais dire à Sarah que malheureusement, cette décision arrive un peu tard. Je pense que et l'aide humanitaire et l'électricité, comme l'eau d'ailleurs, aurait dû être interrompue, et cette aide, depuis un certain temps. Concernant l'électricité, nous avons pu voir lors de la libération de certains groupes d'otages, et je pense à une ville comme Daïr el-Balah qui se trouve au centre de la bande de Gaza, qu'il y avait des maisons construites, qu'il y avait des poteaux d'électricité et que tout n'avait pas été détruit, pour dire clairement les choses. Pour la simple et unique raison, c'est que le renseignement israélien a eu pendant des semaines un certain nombre de renseignements qui stipulaient, qui disaient qu'il y avait énormément d'otages concentrés dans la même zone, d'où la non-possibilité de bombarder ces maisons, et d'où non plus, malgré les essais plus que multiples, de mener des opérations avec des opérations spéciales, avec des unités spéciales sur ce territoire-là, puisque il y aurait eu plus de pertes, et du côté des otages et du côté des soldats israéliens, plutôt que des victoires. Comme l'eau, d'ailleurs, aurait dû être interrompue. L'électricité va être arrêtée, mais concrètement, cela va prendre du temps afin de voir le résultat, je dirais, de cette coupure d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a la possibilité, via les jerrycans, via les générateurs, merci. Ah oui. Les générateurs, pour le Hamas, d'avoir une autonomie encore de 40 jours. Ah, bon, donc cela va traîner en longueur. La question de l'eau va être aussi une question qui va être cruciale. Dans un temps futur, la coupure de l'eau fera que l'eau saine n'arrivera plus à Gaza et va mettre de fait une pression encore plus forte sur le Hamas. Et en danger les otages aussi. Et en danger les otages, oui et non. Ah, oui. Oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Tout d'abord, comme nous l'avons dit et comme je l'ai dit au début, je pense que cette décision arrive un peu tard. Elle aurait dû être prise il y a quelques mois, même quand il y avait une pression des Américains sous l'administration Biden de nous dire non, non, non et non. On aurait dû le faire. Deuxièmement, on voit que du coup, la pression de l'arrêt de l'aide humanitaire, de l'électricité aujourd'hui et demain de l'eau, met une forte pression sur le Hamas qui, ce mouvement terroriste veut continuer à gérer le territoire, et pour cela, elle a besoin de donner des gages à sa population. Si demain, il n'y a plus de quoi se nourrir, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il va y avoir aussi une forme de révolte au sein de la population de Gaza, qui n'a plus déjà de maison pour beaucoup d'entre eux. Quatrièmement, je dirais que la question des otages, puisque vous m'avez posé la question, elle ne rentre pas en compte. Elle ne rentre pas en compte, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, les otages sont la dernière carte du Hamas. Et elle jouera cette carte jusqu'au dernier moment. C'est la première chose. Donc il les protège, quoi. Il les protège. Deuxième chose, on a bien vu que l'aide humanitaire n'arrivait pas aux otages. Quand on voit l'état des otages et quand on voit l'état des Gazaouis ou des terroristes, elle arrive plutôt dans la bouche des Gazaouis. Ou même du Hamas d'ailleurs. Quand on parle et quand on voit les rapports que nous donnent les ex-otages, on s'aperçoit qu'ils étaient complètement dans le noir, donc sans électricité pour la plupart du temps. Donc
Mais qu'il mourrait de faim. Et qu'il mourrait de faim. Donc concrètement, je pense que faire pression aujourd'hui sur le Hamas est la bonne solution. Cette solution aurait dû être prise bien en amont, mais mieux vaut tard que jamais. Il est temps de marquer du fer rouge, je dirais, le Hamas, et de leur montrer aussi que nous aussi, nous avons des armes autres que nos fusils, autres que nos avions, et qui peuvent leur faire très mal. Alors, nous avions jusqu'à présent des questions qui sont arrivées par message, par WhatsApp. Mais tout de suite, nous allons prendre au téléphone René de Netanya, donc en Israël. René, bonsoir. Quelle est votre question, René ? Bonsoir. Écoutez, ma question, je sais que vous êtes plutôt spécialisé dans les problèmes et affaires militaires. Donc ma question peut paraître un petit peu à côté du sujet, mais je vous la pose quand même. N'ayant jamais constaté ça ailleurs dans aucun autre pays au monde, je voulais savoir si vous aviez une explication concernant le fait que le gouvernement israélien soit quasiment le seul au monde n'ayant pas le pouvoir de limoger des employés de l'État. Donc ces employés, comme la conseillère juridique, le chef d'état-major, le chef du Shin Bet, même si ceux-ci ne sont pas disposés, c'est le moins qu'on puisse dire, à appliquer la politique décidée par le gouvernement. Et cela en pleine guerre. Donc ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un dispositif juridique qui contraint ainsi le gouvernement et qui le contraint à rester en quelque sorte prisonnier d'employés qui sont en totale ou presque opposition avec sa politique. Ça rejoint ce que vous disiez c'est un peu tard, mais justement, que ce soit pour la décision des Gazaouis de lancer l'attaque du 7 octobre ou pour cette histoire de couper l'électricité qui arrive tard, c'est grandement dû à ces divisions au sein de l'état-major, enfin du système décisionnaire en Israël. Donc, est-ce qu'il y a une loi qui contraint le gouvernement ? C'est pas évident parce que alors c'est une question, c'est vrai que c'est une question très politique et c'est vrai que ça sort de vos compétences. Voilà, mais non, mais je vais essayer de rappelez-moi. C'est René de Netanya. Oui et non, René, ne m'en voulez pas. Oui et non. Alors c'est vrai que Israël a des garde-fous, hein, et c'est vrai que c'est la conseillère juridique, c'est le patron du Shabak, c'est le patron du Mossad, et ces gens-là travaillent sous les ordres d'un premier ministre. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été d'accord. Il faut savoir que depuis 1948, ça s'est toujours passé comme ça. Et concrètement, même s'il y avait des désaccords tout en haut de l'État, les choses sont plus ou moins bien passées. Là, c'est vrai que nous sommes dans une phase de crise politique aiguë qui ne date pas depuis le 7 octobre, qui date, je dirais, même avant le 7 octobre. Laissez-moi terminer. Je voudrais simplement rappeler aussi que la question est très simple. Je pense que, vous savez, les choses vont se décanter à un moment donné quand on y verra un tout petit peu plus clair. Et pour y voir un tout petit peu plus clair, il faudrait peut-être déjà qu'il y ait l'acceptation de toutes les parties, je dis bien de toutes les parties, d'une commission d'enquête nationale pour y voir concrètement clair de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais ce n'a pas commencé le 7 octobre. Ça a commencé bien des années avant, et pour vous dire clairement les choses, ça a commencé pratiquement 15 ans avant. Et donc, ce n'est pas actuellement la conseillère juridique de ce gouvernement, qui a été nommée d'ailleurs par un autre gouvernement, peu importe, ou le patron du Shabak qui a été nommé par ce gouvernement, ou par le patron d'autres officines sécuritaires qui peuvent en décider. En Israël, vous savez, les choses sont très claires. C'est le Premier ministre qui décide et qui donne les ordres et les injonctions. Maintenant, qu'il y ait un débat, c'est une chose. Et après, en général, les gens, je dirais, exécutent l'ensemble des ordres. Alors c'est vrai qu'il y a ce garde-fou qui est la question de la conseillère juridique, et d'où peut-être une réforme juridique qui devrait avoir lieu. À mon avis, mais ça c'est à titre personnel, je ne pense pas cette réforme juridique aurait dû avoir lieu, et elle doit avoir lieu, mais peut-être pas sous cette forme-là, surtout en cette période-là. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation où, concrètement, il y a des dissensions entre
la tête de l'exécutif et, je dirais, une autre partie de la défense et juridique, pour dire clairement les choses. Et c'est vrai que cela crée je dirais, un certain sentiment de défiance. Maintenant, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose, René. Le 7 octobre, je ne sais pas où vous étiez, mais en tout cas, moi, le 7 octobre, à 11h du matin, j'étais du côté de Be'eri. Et je peux vous dire que tous les gens que j'ai eus avec moi, sous mes ordres, ou dans les différentes unités que j'ai dirigées depuis le 7 octobre, peu importe d'où ils venaient, s'ils étaient de droite, s'ils étaient de gauche, s'ils étaient religieux, s'ils n'étaient pas religieux, mais tout le monde combattait pour une seule chose, c'était pour l'État d'Israël. Et je peux vous dire que beaucoup, d'ailleurs, le 7 octobre, la veille, était pour certains manifestaient à Kaplan, à Tel Aviv. Et beaucoup de nos pilotes qui étaient dans les cockpits, le 7, peut-être un peu tard d'ailleurs, étaient aussi dans les cockpits, étaient aussi à Kaplan il y a quelques heures avant. Simplement, c'est vrai que nous sommes un pays démocratique avec une armée du peuple. Et une armée du peuple, cela veut dire des gens qui ont le droit de réfléchir, qui ont le droit de donner un avis. C'est-à-dire que quand moi je revais mon uniforme, c'est vrai que je ne fais plus de politique, mais quand je quitte mon uniforme, j'ai le droit de penser ce que je veux et de dire ce que je veux parce que je suis un citoyen lambda comme vous, comme William, comme nous tous ici. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que tout simplement, je pense que ce pays aujourd'hui a besoin d'unité et il a besoin d'être ensemble face à un ennemi qui veut une seule chose, c'est nous détruire. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, il y a des différends, on en a toujours eu en Israël, ça fait très longtemps que je vis dans ce pays. Ce n'est pas nouveau. Ces différends sont peut-être un peu plus forts actuellement, plus, je dirais, peut-être plus clivants, mais peut-être que la société aussi est devenue aussi plus clivante, elle a aussi évolué d'une certaine façon. Toujours est-il que, comme je l'ai dit au début de mon propos, René, tant qu'il n'y aura pas de commission d'enquête nationale, les choses ne pourront pas, je dirais, s'aseptiser, se calmer. Merci René qui nous appelait de Natania. Et on va faire un saut en Europe, mais on ne va pas revenir en France. C'est toujours un message qui m'arrive sur mon petit ordinateur. C'est une personne qui nous a écrit de Bruxelles. Elle s'appelle Leïla et ça va nous permettre de changer de sujet aussi et de passer sur le sujet ou dans le sujet de la Cisjordanie. Ce sera donc, voici la question de Leïla qui nous écrit de Bruxelles. Selon des sources, je la cite, plus de 471 000 colons, vous mettez des guillemets ou pas, là n'est pas le problème, israéliens sont établis en Cisjordanie, occupés, c'est elle qui le dit, on peut l'appeler aussi la Judée-Samarie, ce n'est pas le sujet. N'est-ce pas en soi un obstacle à la paix? C'est sa question. Y a-t-il un plan de relocalisation comme pour les Palestiniens de Gaza? D'abord, bonsoir Leïla. Vous m'en voudrez pas, mais je n'utiliserai pas le nom de Cisjordanie, mais le vrai nom, celui de la Judée-Samarie, comme il est écrit partout. La Cisjordanie est un nom qui a été créé par la diplomatie française à une certaine époque, mais qui n'a pas lieu d'être quand on connaît un petit peu la réalité. Et je dirais que même ceux qui sont pour une autonomie de la Judée-Samarie en Israël, que cela soit des Arabes ou des Israéliens, citent la Judée-Samarie et non pas la Cisjordanie. Parenthèse fermée, comme vous l'avez dit, il y a 421 000 Israéliens qui vivent sur le territoire. Elle les appelle les colons, enfin. Voilà, mais pour moi, ce sont pas des colons, ce sont des gens qui vivent sur un territoire qui s'appelle la Judée-Samarie, qui, c'est vrai, a été récupéré en 1967 lors de la guerre des 6 jours. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la Judée-Samarie est une pétaudière, une cocotte minute, qui peut exploser à tout moment, avec des mouvements terroristes qui sont de plus en plus, fermes, durs,
qui ne suivent plus du tout, je dirais, la parole de l'autorité palestinienne et qui sont beaucoup plus proches, je dirais, des idéologies du Hamas que de l'autorité palestinienne, pour dire clairement les choses. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a une volonté, en tout cas de l'Iran, de vouloir infiltrer la Judée-Samarie pour, je dirais, détruire l'État d'Israël. Donc, vous allez bien comprendre, Leïla, que nous, en tant qu'Israéliens, nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter cela sur notre territoire. Et donc, de ce fait, la question de la Judée-Samarie est une question à part entière, comme la question de Gaza. Et un jour aussi, il faudra qu'il y ait un véritable débat au niveau national de savoir à ce que l'on veut faire de ce territoire de la Judée-Samarie, qui est un sujet en tant que tel. Maintenant, à l'heure où je vous parle, à court et moyen terme, il n'y a pas de plan pour faire évacuer, comme la population de Gaza, les Arabes de Judée-Samarie. Les Arabes de Judée-Samarie, vous savez, s'ils le voulaient, pourraient vivre en très bonne intelligence avec les Israéliens qui vivent sur ce territoire-là. Là, simplement, c'est une question de volonté. À ce que je sache, les Arabes de Judée-Samarie ont la possibilité pour certains de se faire soigner, reçoivent une éducation, ont des budgets en tout cas pour leurs routes, pour leurs infrastructures. Mais la question qui se pose toujours, où va cet argent ? Vous savez, quand Haniyeh est mort, le chef du Hamas, on s'est aperçu qu'il était mort en Iran. On s'est aperçu qu'il était milliardaire. Sinwar a été aussi éliminé, on s'aperçoit aussi qu'il est milliardaire. Tout cet argent, c'est de l'argent qui aurait dû arriver au peuple palestinien dans son ensemble. Les Palestiniens auraient dû se réjouir de leur élimination. Parce que du coup, c'est leur argent à eux où ils auraient pu, je dirais, vivre avec et, je dirais, remonter leur niveau d'une façon extraordinaire. Or, il va falloir à un moment donné aussi arrêter cette spirale. Donc, où il y a la volonté, en tout cas pour les Arabes de Judée-Samarie, de vouloir vivre, travailler en bonne intelligence avec les Israéliens, ou ma foi, s'ils ne veulent pas, ils sont libres de partir quand ils veulent et où ils veulent. Mais il n'y a pas concrètement de plan comme Trump, pour dire clairement les choses, l'a annoncé, concernant les Arabes de Gaza, concernant les Arabes de Judée-Samarie. Si je ne me trompe pas, Leïla nous a demandé est-ce que c'est le fait qu'il y ait ces Israéliens installés, ce qu'elle appelle les colons israéliens, en Cisjordanie, donc en Judée-Samarie, est-ce que c'est un obstacle à la paix? C'était sa première question. Et la deuxième question corollaire, c'était est-ce que ne faut-il pas, comme pour les Palestiniens, relocaliser les Israéliens? Alors, je ne pense pas que ce soit un obstacle à la paix. Je pense justement que c'est un atout pour les territoires arabes en Judée-Samarie d'avoir, je dirais, une population israélienne qui va que faire remonter leur niveau de vie. De là, je ne vois pas et j'imagine pas du tout le fait de vouloir faire bouger une population de personnes qui reviennent sur leur terre, et les faire partir dans un autre endroit. Non, pas du tout. D'accord. Alors, nous avons maintenant au téléphone, je reviens au téléphone, nous avons Mylène de Tel Aviv en ligne. Bonsoir Mylène. Bonsoir William, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors écoutez, ma question justement se rapporte à la Cisjordanie ou à la Judée-Samarie, comme on voudra nommer ce territoire. Et je voudrais savoir si le découpage issu des accords d'Oslo a toujours lieu d'être et comment assurer la sécurité d'Israël et celle des populations qui résident dans cette zone après le 7 octobre, évidemment. Merci. Bonsoir Mylène. Alors c'est vrai que le découpage en 3 zones de la Judée-Samarie après les accords d'Oslo est toujours actuel. Il existe toujours, mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être revoir les choses dans un temps à venir. Et c'est vrai,
comme je le disais par rapport à la question de Leïla, il va falloir à un moment donné se mettre autour d'une table et réfléchir à ce que l'on souhaite, je dirais, sur la question de la Judée-Samarie. Alors c'est vrai que nous, comme vous l'avez dit, nous sommes face à une situation sécuritaire qui est très préoccupante, pour dire clairement les choses. Et du 7 octobre jusqu'à encore aujourd'hui, nous maintenons la Judée-Samarie avec une main de fer pour éviter que nous ayons, je dirais, un troisième front qui pourrait être une invasion et un embrasement de l'État d'Israël dans son intérieur. Je voudrais simplement rappeler que la Judée-Samarie, pour visualiser un petit peu les choses, c'est aussi très proche de Jérusalem, mais c'est très proche aussi de Netanya, c'est très proche de Kfar Saba, etc. C'est franchement au-delà de ce qu'on appelle la ligne verte. Et donc, il va falloir à un moment donné réfléchir, et je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à qui on veut mettre aussi pour diriger et pour gérer, je dirais, la Judée-Samarie. Il s'avère que l'autorité palestinienne actuellement, depuis un certain temps, est complètement corrompue et ne gère plus rien. Il faut comprendre aussi que beaucoup de personnes qui étaient liées à l'autorité palestinienne ont complètement quitté, je dirais, les idéaux de cette autorité palestinienne et se rapprochent de plus en plus des idéaux du Hamas. D'où d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas eu d'élection il y a quelques années, de peur de voir le Hamas arriver au pouvoir en Judée-Samarie. Aujourd'hui, il y a un autre sujet et un autre souci qui rentre, je dirais, en ligne de mire dans cette affaire, c'est l'Iran. L'Iran qui, aujourd'hui, fait tout pour embraser la Judée-Samarie, les Arabes de Judée-Samarie, aussi d'ailleurs les Arabes israéliens, mais ça prend moins pour dire clairement les choses. Mais toujours est-il qu'il y a une véritable volonté et velléité iranienne de vouloir intégrer ce territoire et je dirais en faire, je dirais, un Sud-Liban, pour dire clairement les choses. Donc, pour le moment, Israël va devoir maintenir, en tout cas les forces de sécurité israéliennes vont devoir maintenir, en tout cas, une pression très forte sur la Judée-Samarie, avec toujours des opérations qui se passent 24 heures sur 24 et 16 jours sur 7, avec énormément de renseignements, pas que technologiques, mais aussi du renseignement humain, pour éviter tout attentat, je dirais un minimum d'attentats sur le territoire israélien. Et il y en a eu un qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps avec les autobus à Bat-Yam. Et c'était un attentat, pour dire clairement les choses. Il a réussi à passer les mailles du filet. Mais c'est vrai que tant qu'Israël ne va pas à un moment donné s'asseoir, réfléchir, peut-être aussi avec d'autres partenaires, sur ce que l'on veut de ce territoire qui s'appelle la Judée-Samarie, comment nous allons le gérer, avec qui, pour le moment, on va rester sur ce statu quo de 3 zones sur de la violence, quoi, qui ne sont pas, je vous le dis franchement, Mylène, l'idéal aujourd'hui. Donc de la violence à l'horizon, toujours un peu de violence. Oui, on sera toujours, pour l'instant, on est toujours dans une phase, je dirais, de violence, parce que nous sommes aussi face à des groupuscules qui la veulent, cette violence. Qui la veulent, et qui n'ont plus d'espoir non plus de l'autre côté. Parce que, mettons-nous aussi à leur place. Oui. Ils n'ont plus de boussole, pour dire clairement les choses. Oui. L'autorité palestinienne n'existe plus ou elle est complètement corrompue. Concrètement, financièrement, c'est pas l'idéal. Et du coup, on va tout de suite et rapidement se diriger vers les extrêmes qui sont le Hamas ou le djihad islamique ou d'autres mouvances qui se créent, qui s'autodétruisent. Terroristes qui sont effectivement très présents en Judée-Samarie ou en Cisjordanie. Avec des fonds iraniens, je voudrais le rappeler. Avec des fonds iraniens. Merci Mylène, merci. De nous avoir rappelé. Merci beaucoup. Et voilà, on reprend maintenant notre fil, si je puis dire, puisque cette fois-ci, c'est Nawad de Strasbourg qui nous envoie un petit message et qui nous envoie surtout sa question. On parle de guerre également, encore une fois, en Cisjordanie ou Judée-Samarie, comme à Gaza, et pourtant, il n'y a pas d'otages dans cette zone. Comment justifiez-vous cela ? Bonsoir Nawad. Tout simplement, vous savez, du côté israélien, on aimerait éviter cela. Mais quand vous avez devant vous des personnes qui, c'est vrai, il n'y a pas d'otages, mais qui veulent à tout prix passer les barrières de sécurité pour rentrer sur le territoire israélien et veulent mettre des bombes, veulent
tuer, à un moment donné, il faut prendre les choses par, je dirais, par le bout, quoi, par le début. Je voudrais simplement rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs, Israël, dans sa conception de l'armée de défense, a toujours mené des guerres non pas sur son territoire, mais au-delà de son territoire, pour des raisons de sécurité, compte tenu aussi de la petitesse de notre territoire, et compte tenu aussi, l'étroitesse, et compte tenu aussi du fait que nous sommes entourés pas que d'amis, pour dire clairement les choses. Et donc, actuellement, compte tenu du nombre croissant de préparations d'attaques, d'attentats, et je peux vous dire que tous les jours, on en évite plusieurs sur le territoire israélien. Les forces de défense israéliennes, les forces de sécurité israéliennes sont dans l'obligation de mener des opérations en Judée-Samarie pour éviter que des habitants, simplement, israéliens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, quelles que soient leurs origines, puissent pâtir de ces attentats. Merci Nawad de Strasbourg. Je rappelle que vous êtes sur Tandem TV, que vous écoutez cette nouvelle émission qui s'appelle Les Experts, à laquelle vous participez par vos questions à notre expert aujourd'hui, Stéphane Goldin, expert et consultant en choses militaires et sécuritaires. Vous l'avez bien compris. Et que, si vous voulez, pour nous contacter, c'est très simple. 2 possibilités, le mail, contact@tandemtv.org, et puis notre fil WhatsApp, en Israël, le 055 596 87, et en dehors d'Israël, plus 972 55 596 87. Alors on passe maintenant à une question qui nous vient de Paris avec Patrick. Bonsoir Patrick. Voilà sa question. Dans le contexte actuel de tensions régionales, notamment avec le Hezbollah au Liban ou avec le nouveau régime en Syrie, quelle stratégie le nouveau chef d'état-major Zamir pourrait-il adopter pour renforcer la sécurité d'Israël? Ça, c'est pour vous, ça. Alors écoutez, Patrick, d'abord bonsoir. Le général Zamir, qui vient d'être nommé, a eu, il y a 2 jours, une réunion avec l'ensemble des commandants opérationnels du front nord-sud, c'est-à-dire Gaza, Liban, Syrie, et de la Judée-Samarie, où il a rappelé certains points forts concernant Tsahal, et rappelé concrètement qu'Israël et Tsahal étaient toujours mobilisés, étaient toujours en guerre en 2025. Il a souhaité aussi que Tsahal redevienne une armée avec peut-être plus de modestie et plus d'humilité, et qu'on revienne à des choses peut-être plus classiques, entre guillemets. Je sais pas, c'est un tankiste qui a une vision très macro, justement, oui. de la guerre et du combat. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, nous sommes confrontés à plusieurs champs d'action, des champs proches à notre propre frontière, dans une zone qui est franchement très très proche, une zone A, une zone B qui est une zone un peu plus lointaine, et une zone C qui est encore un peu plus loin, je dirais. Nous allons d'abord nous préoccuper de la zone la plus proche, qui est la plus, je dirais, la plus importante pour nous, puisque c'est notre propre sécurité. Et donc, nous avons 3 fronts. La Judée-Samarie, on vient d'en parler. Nous avons Gaza, et nous en avons parlé. Et nous avons le Liban et, je dirais, la Syrie, de fait. Actuellement, il est important pour nous, concernant la Syrie, en tout cas, de maintenir une position sur le territoire syrien, sur le Hermon syrien, pour dire clairement les choses, avec une zone de sécurité de 15 km et une autre zone concernant le renseignement de 60 km à l'intérieur du territoire syrien pour éviter
que nous ayons, je dirais aussi, des djihadistes qui arrivent sur la frontière israélo-syrienne et qui rentrent sur le territoire du Golan. On est à Damas, carrément. Non, on est pratiquement à Damas, pour dire clairement les choses. On est au sud de Damas. Et donc, actuellement, c'est vrai que nous sentons certaines frictions avec le pouvoir syrien, et d'où d'ailleurs l'importance de la décision du gouvernement et de l'armée de maintenir une position forte sur le Hermon syrien. Parce que je voudrais simplement rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs qu'avant le renversement de Assad, où il y avait un lien très fort entre le Hezbollah, la Syrie et l'Iran, il y avait une volonté, en tout cas pour les Iraniens, de vouloir prendre en tenaille le nord d'Israël, c'est-à-dire c'était la partie du sud Liban, mais aussi le plateau du Golan, côté syrien, et du coup tout le nord d'Israël aurait été pris sous forme de tenaille. Et pour ça, nous, on ne le souhaite pas, parce que si demain le Golan était justement dans cette tenaille, on serait dans une grave difficulté sécuritaire, et la population du nord d'Israël, qui n'est pas encore complètement en sécurité, serait encore moins en sécurité. Concernant la Syrie actuellement, c'est vrai qu'il y a énormément de renseignements qui se font au fur et à mesure. On voit l'évolution de la situation. À titre personnel, je pense que Giuliani pourrait être face à une nouvelle guerre civile, pour dire clairement les choses, d'où le maintien de notre position sur le territoire syrien. Dernièrement, les Israéliens ont bombardé beaucoup de choses. Oui, ils ont bombardé, ils continuent. La nuit dernière, les forces israéliennes, l'aviation israélienne a continué de bombarder, et elle va continuer, dans la logique des choses, de le faire pour justement maintenir cette pression sur le territoire et sur les forces djihadistes qui aujourd'hui gèrent en partie la Syrie. Du côté libanais, la donne est un petit peu différente. Même si aujourd'hui on entend d'autres sons de cloche, avec peut-être un accord, une sensibilité, avec des chrétiens qui pousseraient justement à avoir un accord avec Israël. Un accord entre Israël et le Liban serait la plus belle chose qui pourrait arriver, et aux Libanais d'ailleurs, et aussi à Israël. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on sait très bien que le Hezbollah essaye à tout prix de revenir dans le sud Liban, et on le voit tous les jours, d'où l'élimination d'un responsable du Hezbollah hier par l'aviation israélienne. On sait très bien que le Hezbollah veut toujours en découdre, et malheureusement, les forces, les forces militaires libanaises, légitimes, officielles, ne sont pas encore assez fortes, n'ont pas la capacité encore de pouvoir maintenir la sécurité sur le sud Liban. Et donc, tant qu'il y aura la volonté pour le Hezbollah de vouloir dépasser la ligne du fleuve Litani et d'arriver proche de la frontière, Israël sera obligé de maintenir des forces sur le territoire libanais. Comme je l'ai dit auparavant, Israël a toujours fait et mené des opérations et mené la guerre au-delà de ses frontières, compte tenu de son étroitesse, entre guillemets. Et donc, actuellement, Israël maintient 5 points avec des forces tout le long de la frontière libano-israélienne, justement pour que la zone de sécurité puisse être maintenue sur le côté libanais et ne soit plus, comme elle l'avait été à partir du 7 octobre, sur le côté israélien. J'ai compris. Et donc, nous devons à tout prix maintenir cette zone de sécurité au-delà, parce que, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a toujours un sentiment de sécurité qui soit revenu dans les populations qui vivent dans le nord d'Israël, pour dire clairement les choses. Il y a encore quelques jours, j'étais à la frontière entre la Syrie, le Liban et Israël, et on peut dire que les choses ne sont pas encore complètement réglées, et on sent encore une certaine tension. Donc, la question est de savoir comment on va régler le problème au Hezbollah. Et j'en reviens toujours au même dénominateur commun. On en a parlé par rapport à Gaza, on en a parlé par rapport à la Judée-Samarie, c'est l'Iran, qui joue toujours un rôle, qui veut à tout prix
relayer et remettre, je dirais, de l'essence dans le moteur du Hezbollah. On le voit, on l'a vu dernièrement avec l'interception d'armes qui voulaient transiter par l'aéroport de Beyrouth. Et donc, on voit très bien que l'Iran est toujours derrière tout ça. Donc, pour le moment, on maintient cette force d'interposition, je dirais, sur le côté sud-Liban, comme en Syrie, pour maintenir cette bande de sécurité au-delà de la frontière israélienne, pour avoir au moins un minimum sentiment de sécurité sur le nord d'Israël. Alors, on va rester dans cette zone avec une question, et ce sera d'ailleurs notre avant-dernière question d'Armand, qui est à Jérusalem. Voici sa question. Les forces kurdes ont récemment conclu un accord historique avec le gouvernement syrien prévoyant leur intégration au sein de l'armée nationale syrienne. Cela inquiéterait-il Israël ? Bien sûr, tout accord est inquiétant. Tout accord est inquiétant parce que il faut comprendre, Armand, qu'il y a aussi une partie des Kurdes qui jouent plutôt la carte israélienne. D'ailleurs, dans quelques jours, il va y avoir une délégation de Kurdes. Non, excusez-moi, de Druzes. Non, je faisais un... Excusez-moi. Donc, pour en venir aux Kurdes, c'est moi qui faisais une erreur dans mon analyse, je pensais aux Druzes. Les Kurdes, oui, évidemment que c'est une question que l'on doit se poser. C'est vrai qu'au moment où il y a eu la prise, je dirais, du pouvoir par Joulani, la question était de savoir comment allait être géré le territoire syrien. Est-ce qu'il allait rester uni? Est-ce qu'il allait être divisé en plusieurs secteurs? Un Kurdistan, un lieu pour les Alaouites, un lieu pour les djihadistes, etc. Et un autre lieu pour les chrétiens. Pour le moment, Joulani joue la carte de l'unité, malgré ce qui s'est passé sur la côte, sur la côte ouest, avec le massacre des Alaouim. Mais toujours est-il que oui, ça devrait inquiéter Israël, parce que le fait que le Kurdistan puisse s'allier avec les djihadistes ne peut pas, je dirais, nous donner entièrement satisfaction. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on regarde la question de la Syrie d'une façon beaucoup plus large. C'est vrai que ça concerne Israël, mais ça ne concerne pas que Israël. Aujourd'hui, nous sommes dans des pourparlers entre Trump et Poutine sur la question ukrainienne. Mais ça, c'est un avis qui m'est personnel, encore une fois. Mais on a envie de savoir. Il me semble qu'à un moment donné, la question de la Syrie rentrera dans le cadre des discussions entre Poutine et Trump, au-delà de la question ukrainienne, puisque dans le fond, on est face peut-être à un nouveau Yalta. On verra. Merci à Armand de Jérusalem. Et voici maintenant la dernière question, mon cher Stéphane. Je rappelle que vous écoutez sur Tandem TV la nouvelle émission pour vous, l'émission à laquelle vous participez, vous, nos téléspectateurs, nos amis, les experts, et que ce soit notre expert, c'est notre expert maison, Stéphane Goldin, expert sécurité et militaire. Voici la question de Camille de Lyon. Israël, la dernière question, a exprimé sa volonté de défendre la communauté druze, tiens, on y arrive, tu vois, en Syrie. De quelle manière cela pourrait-il s'exprimer? Un nouveau front avec la Syrie? Quels sont les intérêts d'Israël dans cette prise de position? Bref, question druze. Voilà, exactement. J'avais anticipé sur la question. J'avais envie d'en parler. Vous savez, il y a des Druzes qui sont côté israélien, il y a des Druzes qui sont côté syrien, et les Druzes côté syrien et libanais. Et les Druzes se sont toujours parlé entre eux. Les Druzes, il faut savoir, adhèrent au pays où ils habitent. Voilà. Mais c'est vrai que les communautés ont toujours été très importantes. Il a fallu pour Israël aussi de défendre la communauté druze qui était en danger en Syrie, d'où d'ailleurs les bombardements qui ont eu lieu. Les menaces. Oui, il y a eu énormément de menaces, mais d'où aussi les bombardements israéliens sur des djihadistes qui voulaient s'attaquer, je dirais, je ne savais pas que ça avait été sur la communauté druze. Il y a dans les jours qui viennent, il va y avoir la possibilité pour la communauté druze, pour certains, de venir d'ailleurs en Israël. Les Druzes syriens. Des Druzes syriens pour venir en Israël. Il faut dire que, je voudrais simplement rappeler à notre auditrice, Camille, merci, de Lyon, que ce n'est pas la première fois. Il faut savoir que quand il y a eu la guerre civile en Syrie, Israël a ouvert ses frontières
Et il y a énormément, des milliers de Syriens, Druzes et pas que Druzes d'ailleurs, mais surtout des Druzes, qui sont venus se faire soigner en Israël. Oui, pendant la Et il y a eu énormément d'enfants syriens qui sont nés sur le territoire israélien et qui sont repartis, je dirais, seulement Druzes, en Syrie. Voilà, pas seulement Druzes. Et donc la question des Druzes est une question qui est cruciale pour nous parce que c'est aussi, pour nous, l'équivalent d'une zone tampon entre, je dirais, les djihadistes et la frontière israélienne. Et donc, nous avons besoin des Druzes. Nous avons besoin des Druzes et on sait très bien que les Druzes subissent aussi certaines, je dirais, certaines agressions, voilà, vis-à-vis des djihadistes. Et donc, aujourd'hui, ces Druzes-là se tournent vers Israël et nous nous tournons vers eux et nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons notre main et nous ouvrons, je dirais, nos frontières pour pouvoir les aider et pour pouvoir aussi les sauver, parce que c'est important aussi que Israël soit là pour aider ses amis quand ils en ont besoin. Peut-être aussi les Druzes libanais, peut-être vont-ils rentrer peut-être aussi les Druzes libanais. Les Druzes libanais, c'est une autre histoire. Mais à un moment donné, je pense que les Druzes libanais rentreront à un moment donné aussi dans cette histoire. La communauté druze est une communauté qui est pas complètement unie, pour dire clairement les choses, mais qui va peut-être se réunifier, en tout cas dans les mois qui viennent. Voilà, bah écoutez, c'était notre première avec Stéphane Goldin, consultant sécurité et militaire de l'émission Les Experts, votre émission, parce que vous y avez participé. Et pour nous contacter, vous savez ce qu'il faut faire. Maintenant, je l'ai dit, mais je vais le répéter pour la dernière fois cette fois-ci. Le mail, c'est simple, contact@tandemtv.org. Et puis notre fil WhatsApp, le 055 596 87 si vous habitez en Israël et si vous habitez en dehors d'Israël, plus 972 55 596 87. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous contacter dès maintenant. Merci Stéphane Goldin. Merci à tous ceux qui nous ont appelés de Bruxelles, de Jérusalem, de Paris, de Strasbourg, de partout, de Lyon, et je vous dis à très très bientôt, c'est-à-dire au mois prochain. Bonne soirée. On n'a pas d'indicatif, ça fait bizarre, quoi. Ouais. Bon, c'était bien, hein. Oui, je pense. 56 minutes, on a fait. Ah ouais, quand même. C'était C'était bien. Ah, c'était excellent. Ah ouais? Le téléphone, c'est toi?